Le marché de l'intermédiation. Première partie. Le championnat de France de football professionnel a été créé en quelle année? Depuis quand les clubs sont professionnels? Il y a des clubs professionnels de foot. 1932. C'est très bien Yannick, 1932. Depuis 1932, dans ce marché, il y a un marché de l'intermédiation. On voit la présence historique d'intermédiaires en France. Mais dans le monde, ce qu'on peut dire, c'est que les liens entre sport et show business ont toujours existé. Dans le cadre de l'activité de placement, donc de placement, de recrutement aussi, de sportifs d'élite en Angleterre, en Australie, aux États-Unis, les premiers intermédiaires apparaissent dès la seconde moitié du 19e siècle. Je répète, dès la seconde moitié du 19e siècle, donc très tôt dans l'histoire du sport, il y avait des intermédiaires. Alors, ils sont à l'origine de la profession d'agent sportif dans la boxe, dans le baseball, dans le football américain. Euh, mais ce qu'il faut noter, c'est que tous les intermédiaires ne sont pas agents. Je l'ai dit, les agents, ce sont des intermédiaires officiels. Les intermédiaires peuvent être définis comme des personnes qui sont connues par le travailleur et l'employeur et qui fournissent des avantages aux deux parties. Ils jouent l'intermédiaire et ils ont différents profils. Cela peut être la famille de joueurs, cela peut être des avocats, cela peut être des journalistes, cela peut être des entraîneurs, cela peut être même des sélectionneurs nationaux. En gros, vous l'avez compris, tout le monde cherche à gratter, tout le monde a envie de manger la part du gâteau, donc tout le monde peut se la jouer intermédiaire. D'accord? En 1954, j'ai un exemple. Le futur attaquant stéphanois Rachid Mekloufi est repéré en Algérie par un ancien entraîneur du club amateur de Roche-la-Molière. Ce dernier, donc ce monsieur-là, travaille à la municipalité de Sétif en Algérie et c'est l'un des recruteurs de l'AS Saint-Étienne. Comme d'autres, il est chargé de découvrir dans les équipes algériennes les joueurs les plus prometteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les clubs métropolitains, même déjà dans les années 50, ont déjà des stratégies délibérées d'achat de joueurs et rémunèrent des informateurs dotés du pouvoir et du prestige de les représenter. Il y a aussi les agents de match. Alors ça, on a parlé tout à l'heure des agents de joueurs, des agents de club, et il y a encore aussi des agents de match. Les agents de match, en 2014, on en recense dans le monde 251, dont déclarés à la FIFA, et 25 sont français. Les agents de match, en gros, leur but, c'est d'organiser des matchs, notamment des matchs amicaux, ou vous savez, des stages de pré-saison pour les clubs. Okay. J'ai eu la chance, dans les archives de la FIFA, de retrouver les noms des 10 premiers agents de match, reconnus officiellement par l'UEFA. C'était les archives de l'UEFA, pardon. À la fin des années 60, notamment d'une personne qui s'appelle Julius Ukranzik Durinci, le père de Christian et de Pierre, qui deviendront eux aussi agents. Alors, je présente aussi la spécificité des agents de footballeurs en France, marquée notamment par une très faible féminisation, je vous l'ai dit, moins de 3%. Seconde partie, l'invention du métier. Que se passe-t-il en 1979? C'est l'invention d'un métier. Dans le football français, donc ma recherche, vous l'avez compris, se focalise bien sur le football français. L'agent sportif naît en 1979. Cette année-là naît une nouvelle fonction, le conseil aux joueurs. Il ne s'agit plus de rechercher des talents ou de faire recruter des joueurs dans des clubs, qui étaient des tâches qui étaient réservées aux intermédiaires. Il ne s'agit pas non plus, comme les agents de match, d'organiser des matchs ou des spectacles sportifs. Maintenant, désormais, ces agents souhaitent représenter les footballeurs, en leur prodiguant des conseils, en gérant leurs contrats et surtout en promouvant leur carrière. Cela implique de leur procurer concrètement des engagements professionnels. Ces agents-là doivent trouver des contrats à leurs clients, les joueurs. On voit donc progressivement le passage progressif d'un service qui était apporté du club le service se dirige maintenant vers le club. Il est donné aux joueurs, pardon. Le service passe donc du club aux joueurs. Les conditions de création de ce métier sont particulièrement intéressantes.
Et là, ça nous renvoie très clairement à notre thème, vraiment l'ASPP, le football, l'histoire du football. Trois conditions sont réunies pour permettre l'apparition de ce métier d'agent sportif. Tout d'abord, des conditions juridiques. Elles sont liées à l'évolution du droit sportif. L'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels, créée en 1961, remet en cause le statut du joueur lié à son club par contrat. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à l'âge de 35 ans. Les joueurs étaient liés à leur club, à leur bon vouloir. On appelait ça des contrats à vie. Et l'UNFP, le syndicat des joueurs, va lutter contre ce contrat. Vous connaissez peut-être vous connaissez peut-être la célèbre expression de Raymond Kopa qui dit, pourtant le plus grand joueur français de l'époque, Ballon d'Or, qui dit « Je suis un esclave, nous sommes des esclaves du football ». Excusez-moi, monsieur, Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, mais vous allez un petit peu trop vite. d'accord. Bah merci, alors je vais aller un petit peu moins vite. Merci Laurent. D'accord. Donc, l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels, va remettre en cause le statut des le contrat à temps qui existait jusque-là dans le monde du football. D'accord. L'UNFP a donc un rôle décisif. Les joueurs étaient liés à leur club jusqu'à l'âge de 35 ans. L'UNFP obtient gain de cause en 1969 et fait naître pour la première fois un contrat qui n'est plus un contrat à durée indéterminée, mais un contrat à durée déterminée. Cela donne donc aux joueurs la possibilité de s'engager pour des périodes limitées, 4 ans, 3 ans, 2 ans. Donc cela leur donne de nouvelles libertés. Il y a l'UNFP, le rôle décisif de l'UNFP, mais il y a aussi la charte du football professionnel, qui est signée en 1973, la charte du football professionnel, qui est une convention collective des métiers du football. Tout le monde se met autour de la table, et le patronat, les joueurs, les syndicats, et essayent de trouver des accords. La charte du football professionnel est signée en 1973. Elle prévoit l'instauration de différents contrats. Contrats d'aspirants, contrats de stagiaires, contrats professionnels. Donc des contrats à chaque fois qui ont des durées limitées. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est la revanche des joueurs face à la dictature des présidents. La dictature des présidents, c'est une expression d'Alfred Wahl et de Pierre Lanfranchi dans leur ouvrage Les footballeurs professionnels des années 30 à nos jours. La revanche des joueurs face à la dictature des présidents. Oui, je vous écoute. C'est de qui cette citation? Tu connais, Clément, c'est de Alfred Wahl et de Pierre Lanfranchi. Donc, première chose, on a donc des facteurs juridiques. On a aussi des conditions économiques, des facteurs économiques qui permettent la création de ces agents sportifs et de ces agents spécialisés. Pourquoi? En Europe, les revenus des clubs augmentent. Particulièrement les revenus des clubs du Big Five. C'est quoi le Big Five? C'est ce qu'on appelle les 5 grands championnats majeurs: Angleterre, Allemagne, France, Espagne. Espagne et Italie. Dès la fin des années 1980, il y a une augmentation spectaculaire. Qu'est-ce qu'il y a comme image devant vous? La télé, des droits télévisuels. Une augmentation spectaculaire des droits télévisuels. Le président de la Fédération française de football de l'époque s'appelait Jean Fournet-Fayard. Bon. Jean Fournet-Fayard, le président de la FFF, parle de, ouvrez les guillemets, de la folie des années 80. Pourquoi? Je vais vous donner un chiffre que j'ai retrouvé dans le livre d'Alfred Wahl et de Pierre Lanfranchi, que je viens de citer. Figurez-vous
Excusez-moi. Oui, Comment est-ce qu'il s'appelle celui qui a dit la fouille des années 80? c'est Jean Fournet, Fournet-Fayard. Fayard. Merci. À votre avis, le salaire des footballeurs de première division augmente de combien entre 1978 et 1990? 70. Les salaires ont été multipliés entre 1978 et 1990. Les salaires ont été multipliés par 8 en 12 ans. Comment expliquer cette augmentation des salaires avec, notamment liée aux droits télévisuels? Il y a aussi d'autres choses. À l'écran, vous avez à l'image des présidents charismatiques de clubs de football français, des présidents vedettes. Les présidents vedettes, c'est qui? C'est Bernard Tapie, devant le Phocéa, son bateau, président de l'OM. Les présidents vedettes, c'est qui? C'est Alain Afflelou, président des Girondins de Bordeaux. Vous connaissez les pubs, Afflelou, il est fou. Mais c'était lui. Les présidents vedettes, l'argent de la télévision, l'argent des maires, les municipalités, l'argent des publicités, des sponsors, tout ça fait exploser les salaires. Eh bien, tout cela attise les convoitises et permet l'émergence de nouveaux agents spécialisés. Donc, des conditions juridiques, des conditions économiques, et bien sûr des conditions géographiques. Nous assistons à ce qu'on pourrait appeler l'internationalisation du marché du football. L'internationalisation du marché du football. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un joueur bolivien peut aller jouer en Autriche, qu'un joueur camerounais peut aller jouer en Thaïlande, qu'un joueur thaïlandais peut aller jouer au Cameroun s'il le veut. L'internationalisation du marché des transferts et du marché du football. Cette internationalisation, elle facilite la mise en place de réseaux dans lesquels les agents peuvent avoir une fonction centrale. Pourquoi? Est-ce que vous pensez qu'un club, même le club du PSG, peut avoir une cellule de recrutement qui sillonne tous les pays du monde en même temps? Même les clubs les plus riches peuvent-ils avoir une cellule de recrutement qui est au courant de ce qui se passe au bout du monde? Non. Donc, il faut des acteurs, des agents qui soient spécialisés, d'accord, qui soient sur place aussi. On voit bien qu'il y a un contexte de libéralisation du marché. De nouveaux acteurs arrivent, ils sont plus proches des footballeurs, ils veulent les conseiller et ils rentrent dans le milieu du football français. Ils sont motivés par quoi? Par l'envie d'aider les footballeurs, mais aussi par les sommes importantes qu'ils peuvent gagner. Et ils vont inventer le métier. Mais à cette époque, il faut le noter, les agents sont encore écartés des transferts. Les exemples sont nombreux. Il y a encore très peu d'agents sportifs et ils sont écartés des transferts. Qui veut garder la main mise sur les transferts? Ce sont les présidents de club, merci Enzo, mais aussi les intermédiaires qui étaient là, je vous l'ai dit, depuis 1932. Joseph-Antoine Bell, premier gardien africain dans le championnat de France, arrive en 1985 à l'Olympique de Marseille. Il m'a expliqué les conditions de son transfert. C'est surprenant. Il vient notamment grâce à l'entraîneur de Toulon, Roland Courbis. Roland Courbis, entraîneur de Toulon, fait venir Joseph-Antoine Bell, qui est camerounais, qui joue en Égypte, il le fait venir à l'Olympique de Marseille. Donc il y a des entraîneurs qui sont aussi intermédiaires. C'est fondamental de comprendre ça.
Il y a aussi d'autres sorciers blancs. C'est l'expression les sorciers blancs. À chaque fois qu'il y a une Coupe d'Afrique des Nations, on parle de ces entraîneurs européens. Par exemple, Claude Leroy, Nicolas Philibert, Hervé Renard, que vous connaissez. Ils n'ont pas la licence d'agent, mais ils font venir des joueurs en Europe, comme ils dirigent les sélections africaines. Et ils jouent souvent double jeu, parfois trouble jeu. Je voudrais parler, vous connaissez peut-être à droite ce grand joueur qu'on surnommait le Brésilien, qui est un joueur français qui joue à Nantes et au PSG, qui s'appelait José Touré, qui gagnait à l'époque 600 000 francs par mois, un des plus gros salaires du championnat de France. José Touré, dans sa biographie, raconte ce qu'il a vécu. C'est un homme brisé par un système perverti. Il décrit dans sa biographie sa gloire, ses galères, chômage, alcool, drogue, prison, et surtout son aveuglement vis-à-vis d'un impresario, d'un agent véreux, mais qui n'avait pas la licence d'agent, un intermédiaire véreux et indélicat, qui s'appelle Claude Berquez. Alors, il raconte sa descente aux enfers. Je vais juste vous lire un extrait pour vous dire aussi le pouvoir d'emprise que peuvent avoir des agents ou même des intermédiaires sur leurs clients, sur les jeunes joueurs. Alors, je cite, « Claude Berquez sera l'homme clé de ma vie d'homme et de ma carrière de joueur professionnel. Il m'a protégé, m'a aimé, m'a conseillé et m'a guidé. Et puis, un jour maudit, il m'a tué en me trahissant pour une grosse poignée d'argent. Il m'a donné envie d'arrêter de vivre. Claude est un beau parleur. Il jouait facile avec une proie comme moi. Il a déclenché ma mort sociale, ma déchéance personnelle, mon envie de me détruire obstinément. Sa stratégie est très simple. Elle m'a ruiné et d'autres familles aussi. » On voit bien là que le piège s'est refermé. Ces intermédiaires n'exerçant pas à plein temps et ne défendant pas systématiquement les joueurs, les intérêts des joueurs, sont toujours présents dans le football français. Alors, ils ne doivent pas être confondus avec encore d'autres personnes qui sont tout simplement les impresarios du show business. Et c'est là où je vous demande toute votre attention, c'est de comprendre que les premiers agents sportifs en France viennent de quel monde? Viennent du monde du showbiz. En France, des figures du show business s'intéressent de près aux joueurs professionnels. Alors, un nom à retenir, le premier d'entre eux, c'est Bernard Genestar. Vous voyez le nom là à l'écran? Il faut le retenir. Bernard Genestar, défendant uniquement l'intérêt des sportifs, a un rôle de conseiller et d'assistant juridique. Il peut être vu comme le premier agent des footballeurs d'élite. Le premier. Alors, a priori, parce que les sources sont peu nombreuses et de nouvelles investigations devront être effectuées. Et c'est certainement avec lui, en 1979, que démarre l'histoire officielle des agents sportifs en France. Mais qui est ce Bernard Genestar? Est-ce que vous connaissiez le nom de ce journaliste qui s'appelait Eugène Sacomano à la radio, qui commentait les matchs avec beaucoup de passion? Bernard Genestar est formé par cet Eugène Sacomano. Et Bernard Genestar va monter des galas. Mais à la base, lui, il organise des galas. Mais des galas de qui? Des galas de Claude François, chanteur, des galas de Michel Sardou et des galas de l'humoriste Thierry Leluron. Bernard Genestar. En 1979, rupture. Au nom de l'Olympique de Marseille, dont il est membre du conseil d'administration, donc ce jeune impresario du show business est dans
est dans le conseil d'administration de l'Olympique de Marseille. On est en 79. Il se rend à l'AS Nancy-Lorraine, au club de Nancy, pour négocier le transfert de Michel Platini vers l'Olympique de Marseille. Michel Platini, oui. Michel Platini n'a pas voulu, du coup, il est parti à Saint-Étienne. Ah, bah c'est pas tout à fait ce que je vais raconter, Jordan. Okay. Mais en fait, si, mais c'est ce que tu dis, mais il n'est pas parti tout seul. Michel Platini a 24 ans. On revient sur Bernard Genestar. Il est à Nancy, oui. Est-ce que ça serait possible de répéter pour son transfert, s'il vous plaît? Nous sommes en 1979. Bernard Genestar se rend à Nancy pour négocier le transfert de Michel Platini. Mais il se rend au nom de l'Olympique de Marseille. Il est mandaté, il est au conseil d'administration de l'OM. D'accord? Donc il se déplace à Nancy. Michel Platini a 24 ans. Nous sommes en 79. Il joue déjà depuis plusieurs années en équipe de France. Grand joueur, capitaine. Il deviendra capitaine. Bernard Genestar, flairant une opportunité qui ne se renouvellera pas, décide de la jouer perso. Qu'est-ce qu'il fait? Il propose à titre personnel ses services de négociateur au jeune attaquant. Et que va-t-il faire? Il va l'emmener à l'AS Saint-Étienne. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Il propose ses services de quoi? Il propose ses services de négociateur. Merci. Et l'emmène à l'AS Saint-Étienne. Grâce à son nouvel impresario, Michel Platini obtient un salaire bien supérieur à celui qu'il aurait pu espérer, des avantages également, des contrats publicitaires. Alors, je cite, mais ce n'est pas la peine de le noter, Bernard Genestar sera ensuite un agent influent, l'agent de Marius Trésor, l'agent de Dominique Rocheteau, l'agent de Didier Six, joueur de Lens, l'agent de Jean Petit, de Délio Onis, d'Albert Raymond, Bernard Gardon, Didier Pironi. Le premier agent sportif officiel, c'est donc ce Bernard Genestar. J'ai une petite question. Bernard Genestar, il propose ses services de négociateur à Platini. Et c'est pour l'emmener où? À Nancy? Non, à Saint-Étienne. Mais au début, il n'était pas à Nancy et il ne venait pas de la part de l'OM. Exactement. Il aurait dû le ramener à l'Olympique de Marseille. Et en fait, pour le compte de l'OM, en fait, il va la jouer perso et il va l'emmener à l'OM. Il va l'emmener, à Saint-Étienne. Alors que de base, il venait pour la part de l'OM. Exactement. Okay. Et comment il a fait? Il n'était pas sous contrat avec l'OM? Tu sais, dans le monde du foot, c'est très compliqué. Il y a des contrats qui se cassent, il y a l'honneur, il y a la parole donnée, etc. En tout cas, il a lancé quelque chose, Bernard Genestar. Évidemment, vous l'avez compris, lui qui travaillait déjà dans le monde du show business, il a utilisé ces techniques du showbiz et il les a ramenées dans le monde du foot pour défendre les intérêts de Michel Platini et des autres, pour leur trouver des contrats publicitaires, etc. D'accord? Un deuxième impresario va se retrouver en fait dans ce monde du foot, impresario du showbiz. Hein. Alors moi, j'y connaissais rien quand j'ai démarré, je ne savais pas. Mais c'est un impresario puissant qui vient d'une célèbre famille du monde du spectacle, donc une famille d'agents artistiques en fait. C'est Charlet Marouani. Marouani. Alors lui, il va démarrer parce qu'en gros, il est lié à la belle famille de Luis Fernandez, qui est au Matra Racing, grand joueur évidemment international, le plus gros salaire du football français. Et Luis Fernandez va s'entourer de Charlet Marouani, qui est dans sa famille. D'autres joueurs vont suivre, Halim Ben Mabrouk, Francis Yasser, et bien sûr, le premier agent de Zidane, c'est Charlet Marouani. Alors, il y a eu des histoires quand Zidane passe à Bordeaux, puisque, en gros, Charlet Marouani est accusé d'avoir, entre guillemets, on le trouve dans les ouvrages, hein, dans l'Équipe Magazine, il y a pas mal de sources concordantes dans les biographies sur Zidane. En gros, Zidane aurait été racketé par son agent, par Charlet Marouani,
qui lui prenait en gros 10% sur tout ce qu'il touchait. D'accord? Mais Zidane, à un moment, quand il passe à Bordeaux, le président de Bordeaux, je vous en ai parlé, c'est Alain Afelou, qui décide qu'il faut arrêter ça. On va arrêter le massacre. D'accord? On va donner un chèque de 250 000 francs à Charles Marouani pour qu'il lâche Zidane. Et Zidane va changer d'agent et il va choisir un autre agent qui ne vient pas du monde du show business. Et je vais vous citer, il y a quelques agents qui sont très influents aussi à cette époque. C'est Alain Migliaccio. Donc j'en fais le portrait. Hein. Alain Migliaccio, dans mon livre L'ombre des Lumières, qui devient agent en 1984. Alors Alain Migliaccio, pied noir, donc né dans l'Algérie française, ancien vendeur de matériel chirurgical, vous voyez, hein, ancien vendeur de matériel chirurgical, qui est un des agents les plus importants en France. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans le détail dans les portraits parce que vous les aurez dans mon livre si ça vous intéresse. En tout cas, lui, retenez qu'il va s'associer avec Jean-Pierre Bernès. Il va s'associer avec Jean-Pierre Bernès et beaucoup de transferts, que ce soit au PSG ou à l'OM à cette époque-là. Jean-Pierre Bernès est pas loin, quoi. D'accord? Autre portrait dans mon bouquin, pardon, Frédéric Dobrage. Alors lui, c'est vachement intéressant, c'est très intéressant, pardon, parce que lui, c'est un footballeur professionnel qui est gardien de but. C'est un des plus vieux agents aussi, hein, en France. Et alors lui, à Sochaux, il me semble, une très belle carrière. Lui, il devient agent de ses copains, de ses coéquipiers, tout en étant joueur. Je sais pas, il faut le faire quand même. Il négocie aussi pour ses coéquipiers. Et même en fait, ça lui arrive de se déplacer pour négocier les contrats de joueurs d'équipe adverse. Évidemment, Pape Diouf, le grand frère, qui devient agent en 89, ancien journaliste sénégalais, né au Tchad, agent depuis 89, qui démarre son activité avec, entre guillemets, sa garde noire, donc des joueurs afro-antillais, notamment Marcel Desailly, Joseph-Antoine Bell et Basile Boli. À cet égard, j'ai fait, au moment de son décès sur la chaîne YouTube Temps de Sport, j'ai rendu un hommage à Pape Diouf, où tout simplement j'ai lu le portrait que j'en avais fait dans mon bouquin. D'accord? Donc il y a d'autres agents qui apparaissent à cette époque-là. Par exemple, l'agent de Didier Deschamps qui s'appelle Jeannot Vert, qui était un comptable. Il y a aussi, il faut le noter, tout le monde à ce moment-là en fait essaye de la jouer perso. Il y a un célèbre recruteur de l'AS Saint-Étienne qui s'appelait Pierre Garonner. Donc lui, il travaillait pour l'AS Saint-Étienne, c'était le recruteur. On en a parlé lors du Ciné Sport Club. Lui, par exemple, c'est le premier agent de Fabien Barthez. Il va se lancer en 88. Ok. Bon voilà, je ne vais pas citer tous les noms, mais ce qu'il faut retenir, c'est que déjà à cette époque, la concurrence internationale était déjà présente. L'agent portugais Manuel Barbosa, incontournable sur le marché brésilien, c'est lui qui va faire venir le joueur Ricardo au PSG en 91 et Carlos Moser en 89 à l'OM. Pour résumer cette période-là, 79-92, je dirais ceci. À cette époque-là, il est difficile pour des agents comme ceux que vous avez à l'écran, Alain Migliaccio, Frédéric Dobrage, Pape Diouf, de se distinguer des agents artistiques comme Charles Marouani et Bernard Genestar. Il est difficile aussi de se distinguer des centaines d'intermédiaires qui sont déjà présents. Les intermédiaires en tout genre, les journalistes, les entraîneurs, les sélectionneurs. D'accord? Bon, les nouveaux agents là, ont une expertise sportive. Ils la mettent en avant, ils peuvent mettre en avant leur fraîcheur, leur nouveauté, leur honnêteté. Mais il y a un problème, c'est que jusque-là, en fait,
l'activité d'agent n'est pas réglementée. Elle n'est pas réglementée ni dans ses conditions d'entrée, d'accès, elle n'est pas réglementée ni dans ses conditions d'accès, donc comment on fait pour y accéder, ni dans ses conditions d'exercice. Il n'y a pas de loi. D'accord? Le milieu des agents, à cette époque-là, est en train de se créer. Et évidemment, il se crée sans l'accord des présidents de club, puisque plus les joueurs ont des agents, mieux ils sont défendus, et moins ça arrange les présidents de club, qui sont vexés parce que leur pouvoir s'amenuise au fur et à mesure. Mais l'année 1992 sonne comme une rupture. 92, première rupture en France, puisque le législateur, l'État, crée pour la première fois une loi, un régime spécial pour les agents sportifs, qui fera ensuite l'objet de différents encadrements législatifs. Les temps sont en train de changer. Monsieur, vous pouvez répéter, s'il vous plaît, après première rupture? Rupture en 92, c'est une rupture puisque le législateur crée par une loi un régime spécial à l'activité d'agent. Un régime spécial à l'activité d'agent sportif. Il y aura enfin des encadrements législatifs. Et je vais vous proposer de faire une pause de 5 minutes. Pas plus. Je reviens dans 5 minutes. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.